Bonsoir. Cette année représente... Bonjour à tous. Vous me reconnaissez? Moi aussi, je vous reconnais. Bienvenue à cette dégustation consacrée à l'un des plus grands crus de Bordeaux, un cru que j'affectionne particulièrement et je ne suis pas le seul à le faire, Château Palmer. C'est une séance de dégustation qui nous est présentée par la Banque nationale, à qui on doit les plus grands remerciements. J'ai le plaisir d'inviter à mes côtés James Sichel. J'ai l'impression d'être un peu un usurpateur. Vous savez que je me suis un peu retiré des affaires, comme on dit, et je sens que j'ai moins de compétences que j'en avais. Je m'aperçois que le monde du vin va tellement vite que dès qu'on se met un peu à l'écart, on est vite disqualifié. Mais la vie continue. Je suis aussi face à un problème qui fait en sorte que je suis beaucoup moins capable de déguster qu'auparavant. Alors, je compte sur vous pour m'aider à bien goûter et à comprendre les vins qu'on va goûter ensemble. En fait, si je suis ici, c'est bien sûr par attachement, vous le savez tous, l'attachement que j'ai eu pendant toutes ces années pour les vins de Bordeaux, mais pas seulement pour les vins de Bordeaux, mais aussi avec la compréhension et la certitude que ce vin-là m'a fait non seulement découvrir des saveurs merveilleuses et vu des paysages fantastiques, mais aussi m'a permis d'aller à la rencontre de gens remarquables. Et lorsque j'ai su que le Château Palmer serait présent lors de cette édition, et par le biais de la famille Sichel, j'ai tout de suite repensé à ces conversations fructueuses que j'ai eues avec le père de James, Peter Sichel, qui est décédé maintenant, et qui était un homme remarquable, qui a eu une grande influence sur l'évolution du vin de Bordeaux, qui connaissait tout de l'univers du Bordeaux, autant sa production que sa commercialisation. Et je me rappelle qu'à mes débuts, il avait été très accueillant et courtois à mon égard pour m'apprendre beaucoup de choses, pour me faire comprendre la réalité du vin de Bordeaux. Donc c'est un peu pour ça, et c'est beaucoup pour ça en fait que je suis ici aujourd'hui, et je suis surtout extrêmement heureux de retrouver James Sichel, à qui je souhaite encore une fois la bienvenue, et qui va maintenant vous entretenir de l'univers fantastique de Palmer. Merci beaucoup, Michel. Moi, ça me fait évidemment extrêmement plaisir d'être ici. Je crois que je l'ai déjà raconté à plusieurs d'entre vous au cours des 2 ou 3 derniers jours, les gens avec qui j'ai eu l'occasion de déjeuner ou de dîner ces derniers jours. Mais Montréal, c'est un peu ma patrie hors de France, puisque ça fait à peu près 25 ans que je voyage ici, que je viens à Montréal à peu près 2 à 3 fois par an, au moins. Et j'ai eu l'immense plaisir de faire partie du premier Montréal Passion Vin en 2002, également avec Château Palmer. Et je regardais il n'y a pas très longtemps les millésimes que nous servions à l'époque, qui étaient le Palmer 1983, 1990 et 1996. Et donc c'est avec un plaisir non dissimulé que je reviens ici. Quand on m'a proposé de faire partie de Montréal Passion Vin en 2014, je me suis dit c'est quelque chose de tout à fait naturel, d'autant plus que les causes qui sont derrière Montréal Passion Vin sont des causes qui nous touchent à tous, à moi personnellement, comme j'imagine beaucoup d'entre vous aussi. Et c'est un véritable plaisir de participer, en tout cas de cette façon-là. Je vais vous parler un petit peu de Château Palmer, qui est une propriété
qui est dans la famille depuis 1938. C'est une propriété qui n'a pas toujours été, qui ne s'est pas toujours appelée Château Palmer d'ailleurs. C'est une propriété qui s'appelait avant le château de Gasques jusqu'en 1914, lorsque le général Charles Palmer, qui était un général britannique, a décidé qui avait d'ailleurs combattu Napoléon pendant la guerre d'Espagne, se trouvait en France à ce moment-là et était à Lyon exactement, et décide de prendre une diligence pour se rendre jusqu'à Paris. Et dans cette diligence, il se trouvait que Madame de Gasques, la veuve de Monsieur de Gasques, propriétaire du château de Gasques à Margaux, qui deviendra plus tard le château Palmer, Madame de Gasques, qui était une jeune veuve absolument charmante, et le général Charles Palmer, qui était un jeune homme célibataire a priori aussi charmant, ont quitté Lyon ensemble, et le temps qu'ils arrivent à Paris, le général Charles Palmer avait acheté la propriété. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans la diligence entre Lyon et Paris. Toujours est-il que ça a fonctionné. Et le général Palmer a acheté la propriété, qui était une propriété qui devait faire à peu près 25 hectares à l'époque. Il a développé la propriété. Il y a passé à peu près une cinquantaine d'années, et il l'a développé à une taille qui est arrivée jusqu'à peu près pas loin de 200 hectares. Il l'a prise, elle faisait 20 ou 25 hectares. Elle est arrivée à pas loin de 200 hectares. Le général Charles Palmer a fait faillite. C'était un vin qui était vendu à l'époque partout en Angleterre, mais c'était un seul marché qui était vendu à la cour d'Angleterre. Et puis, il a fini par faire faillite. Et puis, les repreneurs derrière ont été une famille de banquiers, les Pereire. Et les Pereire, donc des banquiers juifs, les rivaux des Rothschild, qui ont repris la propriété début des années 1852-53 à peu près. Alors il faut savoir une chose, c'est que la propriété comme ça, le château, lui, n'existait pas du temps du général Charles Palmer. C'est en fait les Pereire qui ont fait construire le château, et qui a été construit en 1856, juste après le classement de 1855 d'ailleurs. Si Palmer n'est pas classé autre que 3e grand cru classé aujourd'hui, c'est peut-être aussi une petite raison, c'est qu'il n'y avait pas de bâtisse particulièrement imposante à l'époque. Donc voilà, les Pereire sont propriétaires de Palmer jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Caisse hypothécaire de Paris qui reprend les domaines. Les Pereire font faillite, sont impliqués dans tout un tas de projets immobiliers. Perdent tout, évidemment, ce sont des Juifs. Deuxième Guerre mondiale, ils perdent absolument tout. Et nous impliquons dans la propriété par l'intermédiaire de mon grand-père en 1938. Lui était déjà négociant à l'époque. Alan Sichel. Alan Sichel, exactement. Mon grand-père paternel, la maison mère était basée à Londres. Lui se disait, il voyageait de Londres à Bordeaux très régulièrement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous sommes, la famille Sichel, nous sommes négociants à Bordeaux depuis 1883 et installés à Bordeaux depuis cette période-là. Mais jusqu'en 1960 à peu près, la maison bordelaise n'est qu'un bureau d'achat pour la maison mère qui se trouve à Londres. Donc mon grand-père, lui, voyageait très régulièrement à Bordeaux et se disait au bout d'un moment, tiens, ça serait sympa de pouvoir acheter une propriété où on pourrait recevoir nos clients et
organiser des déjeuners, des dîners, voilà. Et évidemment, Palmer était à vendre à l'époque comme beaucoup de propriétés dans le coin. Ces trucs-là, à l'époque, ça valait rien du tout. Et il s'est dit, ça serait intéressant de reprendre la propriété, mais il ne voulait pas le faire tout seul. Alors il a décidé d'inviter deux amis à lui, deux partenaires à l'époque. C'était plus pour partager le risque financier qu'autre chose. Il se trouve que ces deux autres familles étaient de nationalités différentes de la nôtre. Mon grand-père était anglais. C'est un peu la raison pour laquelle il y a 3 drapeaux au-dessus du château aujourd'hui. C'est le drapeau anglais, ça nous représente à nous, la famille Sichel. Au milieu, c'est le drapeau français pour la famille Bouteiller. Et à droite, c'est pour la famille Mellerbès, qui sont des Hollandais. Et voilà. Et aujourd'hui, ce sont des familles qui sont toujours partenaires dans le Clos aujourd'hui. Donc ça continue de fonctionner. On est très content. On est très ambitieux, comme vous en êtes peut-être rendu compte, non seulement qualitativement, mais aussi sur d'autres fronts. Et voilà, on a beaucoup de choses en cours en Palmer en ce moment. Mais comment vous faites pour vous entendre? Parce qu'il me semble que ça devient difficile aujourd'hui de cohabiter des familles apparemment puissantes, qui ont des moyens financiers, de s'entendre sur la façon de gérer une propriété d'aussi grande valeur que Palmer. Il me semble qu'il doit y avoir des... C'est assez rare aujourd'hui du fait qu'il y ait des copropriétés comme ça entre de grandes familles. C'est vrai que c'est assez rare. Et c'est vrai qu'on a de la chance aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas l'attribuer à autre chose que ça. C'est la chance de se retrouver dans un groupe qui a la même vision, qui a la même direction. On partage tous les mêmes objectifs. On est tous ravis de ce qui se passe à Palmer aujourd'hui. Et on a tous envie d'aller encore plus loin que là où on est aujourd'hui. C'est la recherche de la qualité, la recherche de la perfection. On a une équipe en place à Palmer aujourd'hui qui est absolument extraordinaire, avec Thomas Duroux qui est directeur général. Nous avons une jeune femme qui est directrice technique qui s'appelle Sabrina Pernet, qui est en train de faire passer le cru d'ailleurs dans une phase nouvelle, parce que c'est quelque chose de différent. Vous n'êtes peut-être pas au courant, je ne vois pas pourquoi vous seriez au courant d'ailleurs, mais Palmer, à partir du millésime 2014, est produit intégralement en biodynamie. Et c'est quelque chose de... Voilà, c'est une orientation qui a été insufflée par l'équipe en place. Il a fallu, je vous l'accorde bien, il nous a fallu un peu de conviction, il a fallu nous convaincre un petit peu pour prendre cette direction-là. Mais ça fait plusieurs années qu'on y travaille, ça fait plusieurs années qu'on fait des tests, et les tests s'avérant particulièrement concluants. On a vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Donc on a un certain nombre de parcelles ces dernières années qui sont passées progressivement en biodynamie. Et à partir du millésime 2014, nous sommes 100% en biodynamie. On pourrait y revenir, parce que je suis sûr que les gens vont vous poser des questions là-dessus, parce qu'apparemment, ça semble en tout cas un défi considérable et audacieux, surtout de mener une propriété pareille, avec les risques que ça pourrait comporter. Donc, de mener une propriété comme celle-là en biodynamie. Je sais que d'autres le font déjà, comme Pontet-Canet, par exemple, Durfort Vivance le fait aussi. Bien sûr, ouais. Mais en fait, c'est pas la majorité des cas pour l'instant. Non, c'est pas la majorité. On pourra en reparler. J'aimerais bien qu'on présente déjà, parce que je vois qu'il y a déjà un vin qui est servi. Oui, c'est ça. Avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas de grand millésime dans cette série d'aujourd'hui, non? Vous avez vu ça? Que du bon, monsieur, hein? Je te dis qu'on est gâtés. 2010, 2008, 2009, 2005, 2095, ça pourrait aller plus mal, oui, c'est vrai. Alors, on présente peut-être Alter Ego, c'est le deuxième vin. Absolument. Alors Alter Ego, et tu prends un petit raccourci un peu rapide en disant que c'est le second vin. Alter Ego est un produit qui est un peu à part, qui a été créé à Palmer, qui est arrivé en 1998. Ça a été le premier millésime.
Palmer produisait un second vin. Oui, la réserve du général. La réserve du général, exactement, Michel, jusqu'en 1997. Et la réserve du général, c'était un second vin qui était produit, et les seconds vins à l'époque, c'était déterminé, c'était un exercice de dégustation. On se trouvait dans la salle de dégustation avec toutes les cuves alignées les unes à côté des autres, et on déterminait ce que l'on considérait comme qualité A et comme qualité B. Ce qui était qualité B, on avait tendance à l'assembler ensemble, et la qualité A, on l'assemblait ensemble. Ça, on n'a jamais été vraiment, le concept du second vin à Palmer n'est jamais allé très loin. Et quand ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'on se disait, il faudrait aller un petit peu plus loin dans l'idée du second vin et dans le concept lui-même. Et les seconds vins provenant généralement des parcelles plus jeunes, on s'est dit pourquoi ne pas aborder la question d'une façon un petit peu différente et de travailler ces parcelles d'une façon différente pour vraiment maximiser la qualité de raisin que l'on sort. Parce qu'on le sait tous, on va le rappeler ici, mais enfin, c'est quand même, si on n'a pas de très bons vins, on va pas produire, si on n'a pas de très bons raisins, on ne va pas produire de très bons vins. Donc, c'est ce que l'on a commencé à faire, et c'est véritablement de travailler ces parcelles, donc les jeunes vignes et les parcelles qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui ont entre 12 et 15 ans, qui ne sont pas tout à fait prêtes à produire du Château Palmer pour l'instant, et c'est de les travailler différemment pour vraiment arriver à maximiser la qualité du fruit qu'on y produit. Et donc, on avait le concept en tête et on s'est dit, tiens, il nous faudrait une étiquette, il nous faudrait un habillage, il nous faudrait un nom. Et on a décidé, à l'époque, de confier ça à... On a essayé d'abord, nous, de travailler sur la question en interne. Ça a été un peu compliqué. On n'arrivait pas à s'entendre. C'était toujours des noms un petit peu bizarres qui ressortaient, sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord. Et on a décidé de confier ça à une agence de communication qui n'a jamais rien fait sur le vin. Et on leur a donné un brief sur le concept du produit et on leur a dit, on vous donne 2 mois, revenez vers nous au bout de 2-3 mois et donnez-nous des idées. Et ils sont revenus vers nous au bout de 2 mois, ils ont proposé tout un tas de noms, ils ont proposé 2 ou 3 étiquettes, je crois, et une des étiquettes, c'est celle-là, donc c'est l'étiquette d'Alter Ego, je ne sais pas si on la voit, qui est fond or, écriture noire, qui nous a paru d'abord totalement logique par rapport à l'étiquette de Palmer elle-même, qui est noir, fond noir, écriture or. Et ensuite, ça a été le nom, Alter Ego. Alter Ego qui veut dire l'autre moi. Ça nous a pris un peu de temps pour arriver à adopter le nom de marque, mais c'est quelque chose qui est arrivé quand même très vite. Et l'idée d'Alter Ego, le brief sur le produit, c'est de produire un vin qui est très, évidemment, très Palmer, un vin qui est très Margaux, et qui a toute la délicatesse, qui a toute la finesse d'un Palmer, mais un vin qui est disponible, qui est un vin qui est consommable beaucoup plus tôt qu'un Château Palmer. Si on dit que Château Palmer, c'est la version un peu symphonique de notre terroir, on va dire que Alter Ego, c'est notre version un peu plus jazzy, un peu plus fun et compagnie, mais qui continue à être l'expression réelle de notre terroir. On a... Avant d'aller plus loin, et aussi pour vous éviter de faire quelques erreurs qui seraient un peu gênantes, on a inversé les 2 premiers. Oui, un petit truc comme ça en passant pour vous tester. Donc, le premier qui vous est servi, c'est le 2008, et le deuxième est le 2010. On a inversé les 2 premiers par rapport au programme. Voilà.
Oui, absolument. On les a goûtés tout à l'heure. Et c'est vrai, c'est peut-être moi qui ai indiqué à un moment, on va faire le 2010 et le 2008, et puis je ne sais pas pourquoi. Ça aurait été de toute façon, même sans les goûter, la logique serait plutôt l'inverse par rapport au millésime. Donc là, on commence par le millésime 2008 et on passera ensuite au millésime 2010. Évidemment, les millésimes à Bordeaux, c'est quelque chose de très important. Un millésime, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ce qui s'est passé pendant une année. C'est là, et je dirais qu'en 2008, les choses ont été assez compliquées, mais les choses sont toujours compliquées à Bordeaux. Rien n'est jamais simple. Je pense qu'il y a un seul millésime, moi, depuis que je suis les choses d'un petit peu plus près, qui m'ont paru un petit peu plus simples, ça a été pour le millésime 2009, mais tout le reste, il y a toujours, à un moment ou à un autre, il y a toujours des complications. On a une climatologie qui est un peu particulière, qui est très océanique, donc qui est très humide. Et quand tout commence bien, on se dit ça ne peut aller que plus mal. Simplement, quand les choses commencent mal, on se dit bon, mais au moins ça ne peut pas aller plus mal. On espère que ça va aller mieux. Oui. 2008, ça a été un petit peu ça. 2008, ça a commencé avec un hiver plutôt compliqué. Ça a été, je regarde juste mes petites notes, avec un mois de mars et avril qui a été plutôt humide. Donc ça veut dire qu'il y a eu un débourrement qui a été un petit peu compliqué. Il y a eu une floraison qui a été aussi sur une période qui a été assez pluvieuse et fraîche. Ce qui veut dire qu'on a eu une coulure qui a été très importante. Donc les rendements, là tout de suite, les rendements ont été affectés. On savait que 2008 n'allait pas être un très grand millésime par le volume. Par contre, le volume est affecté, ça ne veut pas dire que qualitativement, ça ne peut pas être bon. On a eu un mois de juillet qui a été très beau et sec. On a eu un mois d'août qui a été plutôt humide également. Donc tout ça, ça a demandé une gestion en termes de viticulture très, très importante. Heureusement, le mois de septembre a été assez extraordinaire, ce qui nous a permis une fin de cycle de maturité plutôt intéressante et de pouvoir vendanger dans des conditions très positives. Et on se retrouve aujourd'hui avec un vin. Donc on a commencé à vendanger le 1er octobre, ce qui est plutôt tardif pour Bordeaux, et on a terminé le 17. Donc ça, c'est plutôt quand on vendange une propriété comme Palmer sur une quinzaine de jours, c'est que c'est quand même assez rapide. À partir du moment où ça démarre, vous allez voir, il y a d'autres millésimes, notamment le millésime 2010, qu'on a ramassé sur quasiment un mois. Ça, c'est très long. À Bordeaux, c'est très long. Et là, on se retrouve avec un assemblage sur le 2008 qui est de 52% de Merlot et 48% de Cabernet Sauvignon. Comment vous expliquez, James, qu'il y ait une présence aussi importante du Merlot à Palmer par rapport aux propriétés environnantes? Parce qu'on parle d'environ presque 50%, enfin c'est 40 quelques pourcents sur le vignoble. Alors c'est vrai que la Palmer est plantée à proportion égale de Merlot et de Cabernet Sauvignon, oui. 47% de chaque et 6% de petits verres d'eau. On a décidé d'arracher il y a quelques années déjà notre Cabernet Franc. Le Cabernet Franc, pour nous, ces dernières années, ne fonctionnait pas très très bien, alors que le petit verre d'eau, lui, même étant un millésime, un cépage assez fragile, a donné des résultats très intéressants. C'est-à-dire le petit verre d'eau, quand il arrive à pleine maturité, donne à peu près un petit peu de tout. Il donne de la structure, il donne de la couleur, il donne du fruit. C'est un cépage qui est très intéressant. Par contre, c'est un cépage qui est fragile. Est-ce que ça a à voir avec le fait que le réchauffement climatique, ou c'est pas très bien, mais en tout cas, le petit verre d'eau ces dernières années a donné des résultats extrêmement probants. Et pour nous, c'est que ce soit à Palmer ou à Angludé, notre propriété familiale d'ailleurs,
les résultats sont très, très positifs. Et on a décidé d'arracher il y a quelques années notre Cabernet Franc et on l'a remplacé en partie par du Merlot et en partie par du Petit Verdot. Mais la proportion de Merlot, oui, pardon, je dis bien, c'était ça la question. Le Merlot, un vrai politicien anglais. En fait, le Merlot, c'est un choix qui a eu à une époque. Il y a eu un des Monsieur Miaille, qui a été un de nos partenaires à l'époque. C'était un fou du Merlot, lui. C'était un fou du Merlot, exactement. Un fou du Merlot, il a planté du Merlot partout. Oui. Et il se trouve que nous, tous nos Merlots sont plantés sur des parcelles, sur le haut de toutes les croupes de graves qui constituent le terroir de Palmer. C'est tout le haut de nos croupes qui sont plantées avec du Merlot. Mais c'est vrai que c'est un choix et je considère que là on parle beaucoup de terroir et pour moi le terroir c'est un ensemble de choses. De toutes les dégustations que l'on a eues ces 2 derniers jours, le terroir a été beaucoup mis en avant et c'est vrai que c'est l'essentiel de ce qu'il y a dans nos produits, c'est l'expression de terroir. Et pour moi, la définition d'un terroir, c'est quelque chose d'assez précis, puisque c'est évidemment le sol lui-même qui est très important. À Palmer, on a un sol qui est très pauvre, c'est un sol qui est très graveleux, sableux par endroits, un petit peu argileux dans certaines, dans certaines parcelles un petit peu plus proches du fleuve. C'est évidemment les cépages qui sont plantés, c'est la climatologie qu'on va avoir sur une année. Et il y a un autre élément qui, à mon avis, fait partie intégrante du terroir, c'est l'homme. Absolument, parce que l'homme fait des choix. Et c'est par rapport au choix de l'homme que l'on produit. C'est l'homme qui va déterminer la qualité et le style du produit. Je pense que ton père avait l'habitude de dire que le caractère provenait du terroir et la qualité provenait de l'intervention humaine. Finalement. Absolument. C'est ça qui vient. Absolument, mais on est tout à fait d'accord. Oui. Tout à fait d'accord. On va parler du 2010. Donc le 2010, qui est un très très grand millésime à Bordeaux. C'est certainement, je crois que tout le monde serait assez d'accord pour dire que 2010 à Bordeaux, sur les 100 dernières années, 2010 est certainement sur une des plus hautes marches du podium, sinon la plus haute. C'est un millésime extraordinaire qui est, et c'est assez amusant de voir comment les millésimes viennent par paire. Les grands millésimes viennent par paire à Bordeaux. Ouais. On a 2000-2001, auquel on pourrait presque rajouter le 99 en ce qui concerne Palmer. Il y a 2005-2006, il y a 95-96 bien sûr, il y a 46-47, 82-83, absolument, et il y a 2009-2010. Il y a ce qui caractérise le millésime 2010, c'est, au-delà de tout, c'est la sécheresse. La sécheresse et c'est pas tellement la chaleur. Ça a été on a eu de très très belles conditions tout au long de l'été. On a été, on a eu un hiver assez froid, donc un démarrage de la végétation qui a été assez tardif, ce qui évite un risque important qui sont les gelées printanières. On a eu un mois d'avril et mai qui a été absolument magnifique. On a eu un mois de juin qui a été... C'est vrai que le mois de juin a été un peu froid et pluvieux, ce qui veut dire que la floraison, on a la floraison qui est une des périodes absolument critiques pour déterminer le volume d'une récolte. Ça a été très étalé dans le temps.
et ça a duré grosso modo 1 mois. Et c'est un délai qui s'est retrouvé ensuite sur la période de vendange. Mais on a eu un mois de juillet, août, même septembre, octobre, donc juillet, août, septembre, octobre, qui ont été totalement secs et chauds, et ce qui a été extraordinaire pour la concentration du fruit. Ce qui est extraordinaire, c'est la concentration phénolique. Comme le disait un autre producteur ces 2-3 derniers jours, je crois, ce qui est important, c'est le rapport entre, dans le raisin, c'est le rapport jus et peau. Ouais, plus les peaux sont tout ce qui provient, enfin tout ce qui fait un vin, notamment les rouges, viennent de la peau du raisin. Et plus la peau est épaisse, plus on a la possibilité d'extraire des éléments pour en faire des vins plus ou moins concentrés. Et en 2010, on a donc, grâce à cette sécheresse non excessive, parce qu'il faisait sec, il faisait très chaud pendant la journée, mais par contre, la nuit, il faisait frais, ce qui a permis de conserver des niveaux d'acidité très frais. Il faut savoir que le millésime 2010 est un millésime qui est très puissant, qui est certainement, de tous les derniers millésimes que l'on a produits à Bordeaux, de loin le plus puissant. On se retrouve avec des degrés d'alcool qui ont 14, 14,5, voire plus pour certains crus. C'est celui-ci? Oui, je pense que sur Alter Ego, on doit être à pas loin, on est à 14. Ouais. On est à 14. Alors, ce qui permet d'équilibrer un degré alcoolique aussi élevé que ça, c'est la fraîcheur du vin. La fraîcheur est apportée par l'acidité. Et là, on se retrouve avec un équilibre qui, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi, c'est un vin que je trouve absolument pas lourd, c'est pas déséquilibré, c'est un vin qui conserve sa fraîcheur, qui conserve un équilibre extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Ce sont des vins qui sont équilibrés. C'est pas du tout des vins puissants. Si le vin est puissant, c'est le millésime qui nous a offert cette puissance. À nous de la gérer au mieux. Mais c'est très étonnant parce qu'on critique très souvent la surenchère dans la teneur alcoolique des vins aujourd'hui, en déplorant ça, que ça avait trop d'alcool, la lourdeur qui vient avec, etc. Et pourtant, on constate qu'il y a des vins comme celui-ci qui a 14%, ma foi, moi, enfin, je sais pas si c'est moi qui est de travers, mais ça paraît pas, enfin, ça me dérange pas, quoi. C'est pas quelque chose c'est pas un handicap du tout dans le vin. Et, non. Écoutez, moi, je goûte mal, là, mais ce 2010, je me dis, qu'est-ce qui doit être bon, ce vin-là, non? Franchement. On peut intervertir les rôles, si vous voulez. Pour 24 heures, je serais prêt à le faire, oui. C'est un très bon départ, vraiment. Ça vous plaît jusqu'ici, ces 2 premiers vins? Ouais, c'est très bon. Écoutez, je crois qu'on va maintenant entreprendre la séquence des 4 millésimes de Palmer. Vous le connaissez tous, ce cru est extrêmement réputé, mais est réputé pour sa qualité, pour sa notoriété, bien sûr, mais moi, j'ai toujours pensé que Palmer, c'était un rendez-vous assuré avec l'élégance et l'équilibre et l'harmonie. Au fond, c'est ça qui fait ce vin, qui le rend si attachant et qui nous comble autant, finalement, et qui a fait son succès, du reste. Et là, on va le voir sur une série qui va de 2009 jusqu'à 95. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas une longue plage dans le temps, si vous voulez, mais il en fait suffisamment pour juger de son évolution. Surtout, c'est une suite de grands millésimes, on ne peut pas les comparer tous, ils ne sont pas égaux, bien sûr, mais chacun a ses caractéristiques, mais on est quand même dans des niveaux de qualité de millésime très élevés. Donc, forcément, on peut penser qu'on a affaire pas au même vin, bien sûr, mais enfin, au même profil, qui nous permet de voir son évolution au fil du temps. 2009. Absolument. Donc c'est ça, à Palmer, ce que la recherche perpétuelle, notre recherche perpétuelle à Palmer, c'est la finesse, c'est l'élégance, c'est la pureté, c'est l'équilibre.
Et quand je dis équilibre, c'est l'équilibre entre l'alcool, entre l'acidité, le tanin et évidemment le fruit. Ça sert à rien de produire des vins qui sont surpuissants. On a connu une mode un petit peu partout dans le monde et Bordeaux n'a malheureusement pas été épargné par ça, à produire des vins un peu surconcentrés, surboisés, surextraits, faire des vins qui sont beaucoup plus des vins techniques que des vins de terroir. Mais à Palmer, ce que nous recherchons, c'est vraiment des vins d'une grande délicatesse et d'un grand équilibre. Je pense que c'est beaucoup plus l'équilibre d'un vin qui va lui permettre d'évoluer, de vieillir dans le temps. Moi, j'ai une petite anecdote que j'ai racontée à quelques personnes l'autre soir, mais qui, je trouve, est assez révélatrice et représentatrice de ce que l'on cherche à faire à Palmer. On avait Noël dernier, donc millésime 2013. On a une jeune génération. Moi, j'ai 3 enfants. Tous mes frères ont pas mal d'enfants. Donc, on a 14 enfants avec tous mes frères et ma sœur. Il y a 14 enfants. Donc, quand on se réunit pour les grandes manifestations familiales, on se dit, bon, on va essayer d'en profiter pour éduquer aussi les jeunes. Et puis, on cherche des vins, voilà, où ils vont pouvoir travailler un petit peu, et puis on va voir s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Et puis, je me baladais dans la cave et je vois 3 magnums de Palmer 73. Je me dis, 73, c'est quand même pas, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, 73, c'est un millésime qui est pas loin d'être catastrophique. Et rien de très très intéressant. Et je me dis, bon, bah tiens, mais en tout cas, ça leur fera leur éducation. Et puis, comme on dit, qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? Et puis, et je me dis, bon, allez, on va commencer avec ça, on va leur servir à l'aveugle, et puis à leurs parents aussi, et puis on va voir ce que tout le monde dit. Et puis, donc je débouche tout ça, je me dis, je vais pas les décanter, parce que ça va être encore pire. Et puis, je commence à servir, je mets mon nez dedans, je dis, ah quand même. Ouais, c'est-à-dire, c'était clair comme un rosé, enfin un rosé peut-être un peu plus foncé, un clairet, on va dire, un clairet. Donc un vin rouge extrêmement léger, et je me disais, bon, mais je mets mon nez dedans et je me dis, ah quand même, c'est assez intéressant au niveau du nez, je le goûte. Et oui, non, mais ça, je m'attendais absolument pas à ça. Un vin qui, Noël dernier, avait 40 ans, d'un millésime qu'on peut considérer comme étant le millésime, un des millésimes les plus faibles. Médiocre, oui. Enfin, oui. Ah oui, mais un millésime, je veux dire, on regarde, on voit ça, on se dit, bon, on le met de côté direct, on va même pas s'embêter à l'ouvrir. 72, 73, 77, tout ça, ce sont des millésimes qui sont assez compliqués. Après, a priori, on peut voir des surprises. Hein. Donc ne les jetez pas. Si vous en avez, au moins goûtez-les, parce que ça vaut le coup. Pensez à vos enfants, oui, c'est ça. Oui. Et donc on a ouvert ça, on a non seulement on a dégusté, mais on a bu avec grand plaisir. Et tout ça, pour moi, c'est l'illustration que j'en ai faite à nos enfants. Je dis, voilà, quand on a un produit qui est à la base, qui est parfaitement équilibré, ça n'a pas besoin d'être un grand millésime. Et là, on parle d'un des millésimes qui est le plus faible, le plus petit des 30, 40, même 50 dernières années, 72, 73. Et là, c'était un vin qui, 40 ans plus tard, était encore assez remarquable, qui était très agréable à boire. Certainement pas le plus grand vin qu'on ait produit, tout le monde était d'accord pour dire ça, mais par contre, qui était vraiment très agréable. Donc, c'est ça, quand on produit des vins équilibrés, ça n'a pas besoin d'être des vins puissants pour pouvoir... Non, mais le problème, Jim, c'est qu'aujourd'hui, et dans le domaine du vin, c'est particulièrement criant, si vous voulez, c'est qu'on mesure en quantité de sensations et non pas en qualité de sensations. C'est ça de la nuance, au fond. On veut du poids dans la bouche. Mais exactement. C'est pas comme ça que ça se mesure, la qualité. C'est pas oui, ça. Mais on cherche très souvent à être impressionné. Mais c'est la différence que je fais, Michel, moi, entre les vins de consommation et les vins de dégustation. Oui, ah ben oui. Donc un vin de consommation, et ça a déjà été dit par plusieurs autres producteurs ces 2-3 jours, ce sont des vins
qu'on a plaisir à boire. On a plaisir à boire un verre, on a plaisir à boire le deuxième verre, et on peut continuer comme ça longtemps. Exactement. Un vin de dégustation, c'est un vin, quand on a une lignée de 40 ou 50 vins, on goûte les uns après les autres. Il y en a un qui surgit parmi tous, parce qu'il est plus puissant, il est plus dense, il est plus solide, et on est impressionné par ça parce qu'il est très différent des autres. Mais ça ne veut pas dire pour moi que ça n'est pas pour moi en tout cas un gage de grandeur. De qualité, je ne juge pas, mais en tout cas de grandeur. Donc, en tout cas, le 2009 ne manque de rien, lui, ça c'est certain. Voilà, 2009, si on parle de la paire 2009-2010, on se dit que si on veut comparer un petit peu les deux, 2009 et 2010, nous on va dire chez nous que 2009 est un millésime qui est féminin, et 2010 est un millésime qui est masculin. 2009, il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup d'élégance, il y a beaucoup de soyeux, et c'est un vin qui est que l'on peut commencer. Moi, réellement, c'est un vin, malgré la grandeur du millésime, pour moi, c'est un millésime que je peux commencer à boire aujourd'hui, qui va durer encore très très longtemps, mais il y a peut-être un millésime qui est un pendant du 2009, on verra dans quelques années, mais c'est un très très grand millésime que l'on a produit à Palmer, qui a été le 61, que les gens ont eu du mal à interpréter au départ. On avait une famille de gérants, personnes qui travaillaient à Palmer, qui s'occupaient de la gestion de la propriété au jour le jour, qui était la famille Chardon. Il y avait deux frères, il y avait Claude Chardon et Yves Chardon. Un s'occupait du chai et l'autre s'occupait de la vigne. Et à la naissance du millésime 61, il y a Claude disait, c'est un millésime qui est tellement extraordinaire, qui est tellement complexe, qui est tellement structuré. C'est un vin, non seulement on va pouvoir le boire maintenant, mais c'est un vin qui va durer très longtemps dans le temps. Et son frère disait, non, justement, parce que le vin se boit très bien aujourd'hui, à mon avis, il ne va pas durer dans le temps. Et on voit aujourd'hui le résultat, un 61 Palmer, c'est un vin qui fait partie des légendes à Bordeaux. Et donc, je pense que c'est tout à fait exceptionnel d'avoir des qualités comme le Palmer 2009 aujourd'hui, où on peut commencer à boire ça aujourd'hui, et dans 20, 30, 40 ou 50 ans, c'est un vin qui sera tout aussi extraordinaire. D'ailleurs, là aussi, j'en parlais avec quelqu'un hier, je crois, c'est le facteur limitant du vieillissement d'un vin. Très souvent, c'est pas le vin. Ça vient beaucoup plus du bouchon que ça ne vient du vin. Le bouchon, lui, au bout de 30, 40 ans, il faudrait pouvoir le changer, alors que le vin, lui, il est encore dans sa prime jeunesse, on va dire, et peut continuer encore très longtemps. Bien, passons maintenant au 2005, que vous avez déjà, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez. Vous voyez, on commence à toucher à la suavité de Palmer, là. Hein, ce fruit enrobé qui nous caresse le palais, mais cette structure tannique qui sous-tend tout, finalement. Ouais, c'est pas mal, ça, oui. C'est un autre grand millésime. Michel l'a dit en ouverture, on a beaucoup de grands vins de Palmer aujourd'hui, que ce soit le 2009, le 2005, on a le 2000 en suivant, et après le 95, ce sont des très très grands vins. Je dirais ce qui caractérise là encore le 2005, c'est pas tellement la chaleur, c'est pas tellement autre chose, c'est la sécheresse. Il a pas fait très très chaud, mais il a fait très sec pendant des mois et des mois.
Ce qui donne un vin, au fond, qui a été assez tendu dans sa jeunesse, qui aujourd'hui commence à s'ouvrir. Et je pense que là aussi, c'est un vin qui est dans sa toute jeunesse, qui commence à s'ouvrir, et il va falloir lui donner. Moi, je lui donnerais peut-être le 2005. C'est marrant, mais moi, peut-être qu'ici, je boirais peut-être volontiers le 2009 avant le 2005, presque. Enfin, je commencerai à boire le 2009 avant le 2005, et je me dis le 2005, je lui donnerai encore 2-3 ans d'évolution avant de rentrer sérieusement dans un rythme de consommation. Mais voilà, ce sont des vins qui ont une très très belle structure, qui ont une très grande élégance, qui sont très fins, qui ont beaucoup de profondeur. C'est aussi ce qu'on cherche à faire à Palmer, c'est de leur apporter une grande profondeur. James, avant que nous parlions des deux suivants qui vont vous être servis, 2000 et 95, bon, on vient de goûter au 2005, bon, évidemment, il n'y a pas de vin parfait, on s'entend tous là-dessus, parce qu'on se garde évidemment des réserves pour toujours être meilleur dans la vie, tout le temps. Mais ce virage que vous avez entrepris vers la biodynamie à Palmer, qu'est-ce que vous croyez que ça va vous apporter de plus et en quoi ça va vous permettre de bonifier encore davantage ce que vous obtenez déjà, et tout en sachant les risques que ça comporte? Oui, c'est un risque, c'est sûr. Alors, c'est un risque qui est relativement mesuré parce que c'est quelque chose que l'on expérimente déjà depuis un certain nombre d'années. Et on a quand même eu ces derniers millésimes des conditions assez compliquées, avec notamment le millésime 2013, notamment le millésime 2012. Mais on a continué sur nos expérimentations. Je crois que c'est ce vers quoi on veut revenir, c'est vraiment on veut revenir vers une authenticité, l'authenticité des produits, l'authenticité des terroirs. On veut pouvoir protéger nos terroirs. On veut pouvoir sans parler de la protection des hommes eux-mêmes, parce qu'à utiliser beaucoup de produits phytosanitaires, c'est quelque chose de voilà, il n'y a pas de c'est pas anodin. Donc on veut revenir vers des produits les plus naturels possibles, et c'est un virage. Alors, quelqu'un comme Thomas Duroux ou Sabrina Pernet en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que c'est eux qui sont un peu à l'origine de ces décisions-là et de ces suggestions. Mais voilà, on s'aperçoit que tout ce qui est produits phytosanitaires, on a utilisé ça pendant des années et des années. Depuis l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la productivité à fond, ça a été les rendements beaucoup plus importants. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça qui est important. Ce qu'on cherche à faire, c'est de revenir vers l'authenticité, voilà, c'est quelque chose d'assez... En tout cas, une chose certaine, c'est que si des propriétés de votre stature empruntent ce chemin, c'est un signe d'une prise de conscience, tout au moins, c'est certain. Absolument, parce que alors on n'est pas les premiers. Non, c'est ça exactement. On n'est pas les premiers à Bordeaux. On fait partie des premiers. Ça fait son chemin finalement. Absolument, oui. C'est ça, oui. Absolument. Très bien. J'accélère un peu parce qu'il ne nous reste pas tellement de temps que ça, finalement. Puis je sais que vous aurez probablement quelques questions à poser à James tout à l'heure, donc je garde du temps pour ça. Donc, on va passer maintenant au 2000. Oui, c'est ça, 2000 et 95. 2000, vous l'avez maintenant dans le verre. On peut en parler. Pas encore? Ah, il s'en vient, il s'en vient. Soyez patients, mes frères. Non, mais 2000 c'est simple. Vous savez, si on dit que un millésime comme 98, comme 2008 c'est vrai que j'avais noté un certain nombre j'avais noté le millésime 2008, c'est le millésime du viticulteur. C'est-à-dire
Ça a été très important en 2008 de travailler la vigne, de surveiller la vigne, d'être très proche d'elle pour éviter le développement des maladies, etc. Si je regarde, je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois rien autrement, 2010, c'est un millésime de puissance, ça c'est sûr. Si on regarde le millésime 2009, c'est puissance et sensualité en même temps. Si on regarde 2005, c'est un millésime d'exception et c'est la grande sécheresse. Les rendements en 2005 sont inférieurs de 57%. C'est quand même assez important. Et le millésime 2000, c'est-à-dire le qualificatif du millésime 2000, il est simple. C'est de toute façon qu'il ait été bon ou qu'il n'ait pas été bon, peu importe, c'est le millésime du millénaire. Donc, mais il était plutôt bon que pas bon quand même. Ah, il a été très bon. Mais on savait de toute façon que quel que soit le résultat concernant la qualité, ça allait être commercialement en tout cas un millésime intéressant. Ce qui a le millésime 2000, ce qui caractérise le millésime 2000, c'est déjà un hiver très particulier, puisque on a eu la visite, vous vous en souvenez peut-être, c'était assez rare pour le signaler, la visite de 2 ouragans qui ont traversé la France en l'espace de 3 jours, qui sont les ouragans, puisqu'on leur donne des noms, Lothar et Martin, entre le 26, le 27 et le 28 décembre 99. Ça a été absolument complètement cataclysmique. C'était incroyable. Je me souviens, moi, être à la maison. J'habite dans une vieille maison qui est sur la propriété d'Angludé. Donc, entre Angludé et Château-Palmer, on a des vieilles cheminées. On était à table le soir avec mes filles. Et je demandais à une de mes filles de me passer le sel. Le vent soufflait tellement fort dans la cheminée, elle était à côté de moi, même plus proche que tu es de moi, là, Michel, elle n'entendait pas ce que je disais. C'était tellement que ça soufflait, c'était incroyable. Moi, j'ai jamais vécu ça, j'ai trouvé ça intéressant sur le coup. Par contre, si on m'annonçait la même chose pour le week-end prochain, j'aurais peur, je crois. Tellement que c'était énorme. Il y a 70 millions d'arbres qui sont tombés pendant ces tempêtes. Ce qui est extraordinaire, c'est que la tempête est passée sur le nord de la France le 26, et le 28, elle est passée sur le sud. C'était pas la même. Hein, donc c'est Lothar et Martin. Mais c'était incroyable. Quand on a entendu ça aux informations, la tempête qui est passée sur le nord, on s'est dit, mais on est content de ne pas pas En Alsace aussi, je crois, il y avait des... Ah oui, non, mais c'est passé... Oui, ça, je me souviens, parce qu'au Québec, on avait envoyé des coupeurs d'arbres, des équipes de coupeurs d'arbres québécois pour prêter main forte aux Français aux prises avec la tempête. Oui. Mais bon. C'est un millésime qui a commencé, qui a été compliqué. Donc déjà, ça, c'était un démarrage assez particulier. Ensuite, on a eu un printemps qui a été doux, mais pluvieux. On a eu un mois de juillet où le beau temps s'est installé. Et ensuite, on a eu un petit peu de pluie pendant juillet. Et ensuite, le reste, s'il vous plaît. Ensuite, le reste du millésime s'est très très bien passé. Mais si on veut comparer 2000, certains éléments du millésime 2000, on peut se dire qu'on a eu autant de pluviométrie en 2000 qu'on en a eu en 2007. Simplement, on n'a pas eu la pluie. On n'a pas eu la pluie au même moment. Si on a une pluie précoce comme ça a été pour 2000, 2007 ça a été un petit peu tout au long de l'année, on arrive à produire des vins qui sont quand même assez extraordinaires. Tout à fait, oui. Est-ce que le 95 est en chemin? Est-ce que vous l'avez ou... Ça en vient. Très solide 2000 à mon avis, hein, il me semble, c'est ce que je perçois en tout cas, il me semble très nourri, très complet, encore très vigoureux je trouve le 2000, hein, c'est un vin qui a beaucoup de... Ah oui.
de forme, en fait. Absolument, beaucoup de structure, en fait, c'est ça. Oui. Absolument, oui. Et une grande profondeur. Oui. Alors, on parle du 95 maintenant. Alors, le millésime 95, et c'est marrant parce que quand à Montréal Passion Vin 2002, on avait fait, j'avais présenté 3 millésimes de Palmer qui étaient le 83, le 90 et le 96. Et là, on arrive, on termine avec le 95, donc on reprend à peu près là où on avait terminé la dernière fois. Mais 95, là aussi, c'est un grand millésime. Mais évidemment, la climatologie a joué. Et on a eu un hiver de janvier à mars qui a été assez froid, avec des températures négatives, ce qui est assez rare à Bordeaux. Il faut savoir que Bordeaux, quand on a... déjà, quand les températures sont négatives, c'est un peu un événement. Enfin, négative pendant le jour, ça nous arrive de temps en temps un peu plus souvent pendant la nuit. Quand on a de la neige, c'est encore plus... Mais je veux dire, quand on a ça de neige, hein, c'est assez extraordinaire. C'est un événement. Mais quand on a ça de neige, tout s'arrête à Bordeaux. On peut plus circuler. On a eu un printemps, donc l'été, juin, juillet, août, où il a fait extrêmement beau. On a eu un cycle de maturité qui a été très lent et très progressif. Et avec quelques petites pluies pendant le mois de septembre, mais... on a commencé à vendanger relativement, dans les dates tout à fait normées pour Bordeaux, puisqu'on a commencé le 18 septembre et on a fini le 2 octobre. Donc là aussi, on se retrouve à peu près dans une quinzaine de jours où on a pu vendanger. Et là, on a un assemblage. C'est vrai que je ne vous ai pas donné les assemblages sur les autres millésimes, mais je pourrais vous les donner. On a 51% de Cabernet, 40% de Merlot. Et là, ça a été la dernière année où on a utilisé du Cabernet Franc. On avait 9% de Cabernet Franc. En 80, là, 95, c'est le dernier millésime. Hein. 95, c'est le dernier millésime. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait faire un commentaire ou deux sur ces magnifiques vins que nous venons de déguster? Je vous écoute. Nous vous écoutons. Avec le micro. Je tiens à vous remercier pour la qualité des millésimes choisis. C'est extrêmement impressionnant. Merci. Merci. D'ailleurs, je vais servir vos vins en la première édition et je vois que vous êtes quelqu'un de très sérieux. Là, je veux vous rassurer pour la biodynamie. Je suis Bordeaux depuis très, très longtemps. Je vais faire les vendanges dans plusieurs propriétés. Pour la biodynamie, ce que M. Comm, exemple, fait à Pontet-Canet depuis plusieurs années, moi, j'y crois beaucoup. Et Pontet-Canet n'a jamais été aussi impressionnant depuis qu'ils sont en biodynamie. Moi, je goûte plusieurs crus. Et Pontet-Canet, plusieurs années, fait mieux que les premiers. Donc, je vous encourage à continuer en biodynamie. Soyez rassurés, vous allez faire des grands vins et comme on a là actuellement, mais peut-être même supérieur. Donc, croyez à biodynamie, ça va. Je suis très rassuré et merci de votre générosité pour l'hôpital. Merci beaucoup. Gentil. Merci. Merci bien. D'autres commentaires ou questions? Ah, là-bas. Oui. Ah oui. C'est une bonne question, ça, oui. Ah, c'est une très bonne question, oui. C'est vrai qu'on produit
On produit à Palmer, on produit Alter Ego évidemment, on produit Château Palmer, mais on a d'autres, on produit d'autres cuvées qui sont des productions qui sont extrêmement faibles en termes de volume. Et monsieur fait référence à notre cuvée, ce qu'on appelle un Palmer Hermitager, ou plus officiellement le Historical 19th Century Wine. Et il y a quelques années, nous avons eu l'occasion, moi de mon côté, ce qui était assez extraordinaire, et Thomas Duroux du sien, donc le directeur général, pas avec les mêmes personnes, de goûter de très très vieux millésimes de Château Palmer, notamment un 1869, et qui venait pas de notre cave. Nous, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas, qu'on n'en a plus. On boit trop pour avoir ces vins-là encore chez nous. Mais on s'est dit, moi je me rappelle très bien, j'étais avec une douzaine de personnes autour d'une table, chez un collectionneur, et il va chercher une bouteille de 1869, il fait le tour de la table, il sert ça, c'est très, très religieusement, on est tous là, on se dit, oh là là, c'est incroyable. Et moi je me disais, ça va être certainement horrible, mais il va falloir que je trouve une bonne raison de dire que je trouve quelque chose de bon. Et puis en fait, j'ai mis le nez dedans et je me suis dit, mais c'est assez incroyable. En bouche, c'était fantastique, de finesse, de délicatesse. Le vin était très très clair, la couleur était cassée, très tuilé, évidemment, très clair, beaucoup de précipitations. Et je me disais, mais c'est incroyable qu'un vin comme ça soit encore... D'accord. Qu'un vin comme ça soit encore vivant, entre guillemets. Et Thomas Duroux avait fait la même expérience quelques années plus tard. Et un jour, nous propose de lancer une cuvée qui, en fait, est un peu un hommage à une pratique qui était courante lors du XIXe siècle, qui consistait à utiliser des vins médecins d'autres régions de Bordeaux pour améliorer la production locale du cru. Et on a décidé, plutôt il a décidé et nous on a dit oui, enfin il nous a proposé, on a dit oui, de lancer une toute petite production qui fait à peu près 200 caisses, 2400 bouteilles. Donc c'est du Château Palmer qui est assemblé pour 25% avec des Côtes-du-Rhône, nord du Côtes-du-Rhône, pour leur apporter pas davantage de structure, pas davantage de matière, mais un fruit qui est beaucoup plus exotique, un peu plus prononcé que ce que l'on trouverait dans... D'accord. Message reçu. D'accord. Ça veut dire... Donc voilà. Ouais, donc ça, vous avez parfaitement raison. C'est une toute petite production. C'est un produit qui est très très intéressant puisque aujourd'hui, c'est très la façon dont je préfère moi le servir, c'est à l'aveugle, puisqu'on y retrouve des notes très bordelaises d'élégance, de finesse, de profondeur, mais avec un très léger exotisme qui provient de la Syrah des Côtes-du-Rhône, mais qui est très difficilement identifiable dans le produit. Et voilà, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Et pardon Michel, je termine juste en disant qu'on a un autre produit que l'on vinifie dans des quantités encore plus faibles que le Palmer Hermitager. C'est notre blanc de Palmer, oui, voilà, où on produit à peu près une centaine de caisses. 50 caisses que l'on garde au château et 50 caisses que l'on commercialise. Voilà. Tout ça sera pour le prochain chapitre, lorsque vous reviendrez. Merci de votre présence. Merci, James, pour cette belle dégustation. Bravo, bravo.